Une longue campagne électorale dont l'issue est incertaine. Oui, tout est possible ce soir. Elle a été dure. C'est une campagne qui était très, très dure, mais on s'attendait à ça. Et quatre principaux partis qui ont essayé de vous convaincre. On dit à chaque fois, cette fois-là, c'est vrai, les plaques tectoniques vont bouger. Oui, 4 formations politiques et il pourrait même y avoir 4 groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale. Il est 20h, mesdames et messieurs, les Québécois ont parlé. L'issue de l'élection est scellée. Et regardez la Montérégie ici, c'est tout de bleu pâle vêtu. Alors, ça y est, Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement de la CAQ sera majoritaire. Aujourd'hui, on a marqué l'histoire. Ça raconte l'histoire de la soirée, ce galon de peinture bleue lancé sur la carte électorale québécoise. Je sais pas quand c'est le fun, mais il y a quelque chose de louche là-dedans. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de commenter la victoire éclatante de François Legault et de son parti, la Coalition Avenir Québec. Pourtant, si on regarde attentivement les chiffres, on se rend compte que la CAQ n'a remporté que 37% de l'ensemble des votes. Et ça, c'est sans compter le fait qu'un Québécois sur 3 n'est pas allé voter. Alors, comment ça se fait qu'ils se retrouvent à contrôler l'ensemble du pouvoir alors qu'à peine le quart du Québec ne les supporte? Est-ce que nos gouvernements ont toujours été élus avec autant peu d'appui dans la population? Ça m'intriguait, alors j'ai fouillé un peu. Et en 2015, Justin Trudeau s'est fait élire avec moins de 40% des votes aussi. C'est même pas proche de la majorité des Canadiens. En démocratie, nos dirigeants ne devraient-ils pas être choisis par la majorité des citoyens, ou en tout cas faire consensus? Il me semble que c'est évident. Pourtant, ce n'est pas le cas en ce moment ni au Québec ni au Canada. Je pense qu'il serait temps de réformer notre mode de scrutin pour avoir une démocratie plus juste, une vraie démocratie. Aujourd'hui, je rencontre Jean-Sébastien Dufresne, le directeur général de Mouvement Démocratie Nouvelle, un organisme qui milite pour qu'on change notre mode de scrutin. Je lui ai demandé pourquoi un tel changement est nécessaire. Alors, ça fait plusieurs décennies au Québec que les gens parlent de réforme du mode de scrutin et il y a une raison pour ça, c'est que notre système considère qu'il ne reflète pas la volonté de la population. En même du temps de René Lévesque, quand lui considérait que notre mode de scrutin, il disait qu'il était démocratiquement infect. Démocratiquement infect, hein? Un pays autant développé comme le Canada ne serait-il pas au fond une démocratie truquée? Pour le savoir, on doit d'abord comprendre le fonctionnement de nos élections actuelles. Tout d'abord, le mode de scrutin utilisé au Canada et donc au Québec porte plusieurs noms. En anglais, on utilise surtout l'expression « first past the post ». En français, on dit plutôt scrutin pluralitaire ou mode de scrutin uninominal à un tour. Dans tous les cas, ça revient au même. Le territoire est divisé en circonscriptions, qu'on appelle aussi comtés. Il y en a 334 au Canada et 125 au Québec. Dans chacune de celles-ci, des candidats de chaque parti politique s'affrontent et celui ou celle qui obtient le plus de votes remporte un siège. Le parti politique qui remporte le plus de sièges forme le gouvernement. Ça paraît simple tout ça, mais notre système actuel a plein de défauts. Pour en savoir plus, je suis allé voir André Blais, un professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Dans le mode de scrutin actuel, il y a souvent une très forte différence entre le pourcentage de votes qu'un parti a et le pourcentage de sièges. Un parti peut avoir, disons 37% des votes, comme c'est le cas présentement, et avoir plus que 50% des sièges. Et il peut y avoir des partis qui ont jusqu'à 5 ou 10% des votes et qui n'ont aucun siège. Donc, il y a une espèce de disparité entre vote et siège. Et ça, c'est perçu souvent comme étant injuste. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé le 1er octobre lors des élections provinciales. La CAQ de François Legault a récolté 59% des sièges alors que le parti n'a recueilli que 37% des votes. En comparaison, le Parti québécois et Québec solidaire ont obtenu chacun 8% des sièges alors qu'ils ont obtenu respectivement 17 et 16% de l'ensemble des votes. Notre système actuel avantage donc certains partis au détriment de d'autres. C'est complètement injuste.
essentiellement, ça avantage les grands partis aux dépens des petits. Il y a des exceptions, là, mais c'est la règle la plus générale. Les partis qui ont déjà beaucoup de votes sont surreprésentés à l'Assemblée nationale, par exemple, et les partis qui ont peu de votes sont sous-représentés. Et si on regarde attentivement les résultats de la dernière élection provinciale, on se rend compte qu'il y a plus de gens qui n'ont pas voté pour la CAQ que de gens qui ont voté pour la CAQ. Pourtant, c'est la CAQ qui va détenir tout le pouvoir pour les prochaines années. Le pire, c'est comme ça presque à chaque élection. Tu trouves pas ça illogique? Et c'est arrivé plusieurs fois aussi au Québec que le parti qui a obtenu le plus de votes n'a pas été celui qui a été au gouvernement. C'était le parti qui est arrivé deuxième qui a formé le gouvernement parce qu'il avait obtenu le plus de sièges et non d'avoir obtenu le plus de votes. Et c'est là qu'on dit que ça fait aucun sens. Oui, c'est possible pour un parti politique de perdre une élection en ayant plus de votes que les autres partis. C'est arrivé plein de fois. En 1925, 1957, 1962 et 1979 dans des élections fédérales et en 1886, 1890, 1944, 1966 et 1998 dans des élections provinciales. Il y a même une étude qui a démontré que dans une élection canadienne sur 5, le gagnant n'est même pas celui qui a reçu le plus de votes. D'autres aussi effets néfastes de notre système, on regarde par exemple dans certaines régions, et c'est le cas même dans nos élections actuelles en 2018, on a certaines régions, comme par exemple dans les Laurentides, où il y a eu 100% des sièges qui ont été au même parti. Donc dans les Laurentides, tous les sièges ont été à la CAQ. Alors que c'est pas vrai que 100% de la population qui a voté pour la CAQ. Pour calculer ces écarts de représentation, les chercheurs utilisent un outil, l'indice Gallagher. En gros, plus l'indice est élevé, moins le système est équitable, la population est moins bien représentée. Pour vous donner une idée, en bas de 3-4, c'est excellent. C'est d'ailleurs le cas de l'Allemagne, de l'Israël et de la Belgique. En 2015, le Canada se situait à 12, ce qui est vraiment pas terrible. Mais encore pire, le Québec en 2018 récoltait 18, ce qui fait du Québec une des démocraties les moins équitables au monde. Et en parlant d'équité, les effets néfastes de notre mode de scrutin ne s'arrêtent vraiment pas là, surtout si tu es une femme. Actuellement, à Ottawa, seuls 27% des députés sont des femmes. 27%! Alors que les femmes représentent la moitié de la population canadienne. Méchant problème de représentation. Et mesdames, pour vous donner une petite idée, au rythme où la représentation des femmes progresse actuellement, il reste encore un peu plus de 100 ans avant d'atteindre la parité homme-femme à la Chambre des communes. Voici maintenant à Laval, à l'intersection de 3 circonscriptions provinciales, Fabre, Chemédé et Sainte-Rose. Le 1er octobre dernier, les résultats ont été bien normaux ici, à une exception près. Près de 60 000 personnes ont perdu leur vote, ce qui représente quand même 3 votes sur 5. C'est un des plus grands défauts du système actuel. Plus de la moitié des votes ne servent à rien. On dit de ces votes qu'ils sont gaspillés parce que ces voix ne mènent pas à l'élection d'un élu. Ces voix ne sont pas entendues. Si on regarde les statistiques de plus près, à Chemédé, 47% des votes ont été gaspillés. À Fabre, 62%. Et à Sainte-Rose, 63%. C'est quand même pas rien. À l'échelle du Québec, 2,2 millions de votes ont été perdus, soit 54% de l'ensemble des voix. Seuls les votes qui ont permis à la personne de gagner comptent dans les faits. À partir du moment où tu es un gagnant, tous les autres votes ne comptent plus. En 2014, nous, on a eu 3 circonscriptions gagnantes qui représentaient 32 000 voix. Mais dans les faits, Québec solidaire n'avait eu plus de 320 000. Alors, ça veut dire que, mettons, il y a grosso modo 300 000 solidaires qui ont voté Québec solidaire, qui, eux, ça leur a donné absolument rien. Et toute cette histoire de vote perdu a un impact énorme sur les décisions des électeurs. Beaucoup de gens ont développé ce genre de raisonnement.
D'un côté, le parti qui correspond le mieux à mes valeurs, c'est le parti A. Mais d'un autre côté, le parti A n'a aucune chance de gagner. Si je vote pour le parti A, je vais perdre mon vote. Je vais donc voter pour un autre parti qui a plus de chances de gagner. On appelle ce genre de raisonnement vote stratégique ou vote utile. Et justement, Fabien Torres, un candidat lors des dernières élections, m'en a parlé lorsque je l'ai rencontré. On parle beaucoup en ce moment du vote stratégique. Pour qui voter? Non pas pour ce que je veux, mais pour que celui que je veux pas ne rentre pas. Donc là, on est quelque chose de complètement délirant. On ne vote pas pour nos valeurs. Moi, on me l'a dit plusieurs fois. Je voterai pour vous, mais le vote stratégique m'amènerait à voter ailleurs. D'ailleurs, c'est une erreur, parce qu'en fait, si on ne vote pas pour nos valeurs, la société n'évoluera jamais, en fait. Donc, il n'y a aucun intérêt, même dans le mode actuel, de faire un vote stratégique, mais n'empêche que le mode de scrutin fait qu'on se pose la question. Le vote stratégique rend l'émergence de nouveaux partis quasiment impossible. Pensez-y, les gens votent toujours pour les mêmes 2 ou 3 partis parce que ce sont eux qui ont des chances de gagner. À quoi ça servirait de perdre son vote en votant pour un petit parti? Puis, vous vous imaginez bien que tout ça a un impact énorme sur les mentalités. On vit dans l'une des démocraties les moins équitables au monde, où la plupart des votes sont perdus, où ce sont les mêmes vieux partis qui s'échangent le pouvoir alors qu'ils ne récoltent même pas l'appui de la majorité, où la plupart des gens sont sous-représentés et où il n'est même pas stratégique de voter en fonction de ses propres valeurs. Qu'on ne s'étonne pas après si les gens ne vont pas voter ou s'ils ne font plus confiance aux politiciens. Heureusement, il existe des solutions. Des modes de scrutin alternatifs, il en existe beaucoup. On pourrait faire nos élections en 2 tours, comme en France, ou encore donner nos préférences, premier, deuxième, troisième choix, comme voulait instaurer Justin Trudeau avant de revenir sur sa décision. Ou on pourrait donner des mentions excellent, acceptable ou à rejeter aux différents candidats. Malheureusement, ces modes de scrutin ne régleraient pas tous les problèmes que j'ai nommés précédemment. Cependant, au Québec, nous sommes sur le point de vivre un moment historique. Il se pourrait bien qu'une réforme du mode de scrutin ait lieu d'ici les prochaines années. Vos partis étaient réunis ce matin derrière une proposition. On ne voit pas ça souvent, des chefs de parti tous ensemble à l'unisson pour une réforme de mode de scrutin. En 2016, le mouvement Démocratie Nouvelle, le mouvement dirigé par Jean-Sébastien Dufresne, a signé une entente sans précédent avec 3 grands partis politiques québécois. Le Parti québécois, Québec solidaire et la Coalition Avenir Québec qui est actuellement au pouvoir. Ils se sont entendus sur les modalités du nouveau mode de scrutin et sur la manière de faire cette réforme. C'est comme ça qu'on en est venu à faire en sorte que les partis adhèrent à certains principes. Donc, ils se sont entendus là-dessus. Et on est venu à une entente transpartisane signée par les chefs, donc le 9 mai 2018, où François Legault, Jean-François Lisée, Manon Massé, qui était représenté par Gabriel Nadeau-Dubois, et Alex Tyrrell du Parti vert du Québec, ont signé une entente ensemble et qu'il va y avoir un dépôt de projet de loi d'ici le 1er octobre 2019. Ça, c'est dans l'entente. Ça, c'est du jamais vu. C'est inédit. Ça s'est jamais fait ailleurs. Ce n'est pas une promesse en l'air. Cette fois-ci, avec M. Legault, on a un engagement beaucoup plus précis sur un mode de scrutin et donc ça va être encore plus difficile pour M. Legault de ne pas donner suite à cette promesse-là. Ok, mais comment ça va fonctionner ce nouveau mode de scrutin? Voyons ça maintenant. Tout d'abord, on conserverait le même nombre de députés, soit 125. Sauf que la manière d'élire les députés changerait. On se retrouverait avec 2 types de députés, les députés de circonscription et les députés de liste. Il y aurait 75 députés de circonscription et 50 députés de liste. Ah, et détail assez important, on aurait 2 votes. Le premier vote, on le donnerait à un candidat, à une personne. Il servirait à élire notre député de circonscription de la même manière que présentement, c'est-à-dire qu'un candidat doit obtenir plus de votes que les autres pour être élu. C'est maintenant que le deuxième vote entre en jeu. On donnerait ce deuxième vote à un parti politique. Il servirait à élire les 50 députés de liste de façon proportionnelle, c'est-à-dire qu'on accumulerait tous les votes de parti et on le transformerait en pourcentage. Puis, chaque parti politique fournirait des listes dans chacune des régions du Québec avec ses candidats et candidates. On attribuerait ensuite le nombre de sièges nécessaires pour que le pourcentage de votes et le pourcentage de sièges soient les mêmes, ou presque. Par exemple, si le parti A fait élire 10% des députés de circonscription avec le premier vote et a récolté 20% des deuxièmes votes, on va attribuer
des sièges à ce parti jusqu'à temps qu'il obtienne 20% des sièges. Tout ce mécanisme, on appelle ça un scrutin proportionnel mixte compensatoire avec liste régionale. Ouais, ça c'est son nom. Mais bon, son abréviation anglophone MMP est beaucoup plus simple à utiliser. Au final, tout ça, ça pourrait paraître complexe la première fois, mais on s'habitue très vite. C'est d'ailleurs ce qu'on a remarqué en Nouvelle-Zélande. En 1993, les Néo-Zélandais ont décidé de changer de mode de scrutin pour adopter le MMP. Ça a été très bénéfique pour le pays. D'ailleurs, Darren Hughes, un ex-ministre néo-zélandais, est venu au Québec récemment pour nous en parler. And New Zealand continues to be a strong, successful, wealthy, independent. I think the one thing it definitely does, though, is give you the chance of a better politics. And I think in New Zealand, what's happened is that we've been able to, for the first time ever, honestly look voters in the eye and say, your vote counts. You know, you really should be part of this election. But has it been worth doing it? Absolutely. Changer de mode de scrutin, ça a trop d'avantages pour qu'on laisse tomber ça. Les problèmes de représentation seraient pas mal réglés, les gens ne seraient plus sous-représentés, les gouvernements représenteraient vraiment l'appui de la population et la diversité des opinions. Et surtout, les votes ne seraient plus gaspillés. Avec une réforme comme celle-là, ça aurait un impact sur la culture politique qu'on aurait au Québec, parce qu'au lieu d'être en mode de confrontation, essayer de se dégager en se montrant comme étant celui qui peut le plus prendre des décisions et de gouverner de façon majoritaire seul, on serait dans une culture de collaboration où les partis n'auraient pas le choix de toute façon à faire des compromis, à collaborer. Et ça, bien franchement, je trouve que ça serait rafraîchissant comme message qu'on envoie à la population et aux jeunes, entre autres. Donc, si je me synthétise, beaucoup moins de compétition, beaucoup plus de collaboration et une plus fidèle représentation de la volonté populaire. C'est le moment d'agir. Il faut changer le fonctionnement archaïque de nos élections. Ça n'a juste pas d'allure. Il faut que le Québec commence le 21e siècle en étant une vraie démocratie représentative des Québécois et des Québécoises.